Heureux de vous savoir nombreux sur la télévision du futur. Nous sommes le lundi 23 février 2015. Le principal rendez-vous avec l'information sur TV+. C'est bien TV+ ce soir, mais avant, voici le sommaire. Toujours pas de reprise des cours sur l'ensemble du territoire national et principalement dans les établissements secondaires et primaires de la capitale gabonaise. Ce matin encore, on a pu constater les errements des élèves dans ces établissements. Nous en parlerons dans cette édition d'information. Les questions d'assainissement de la ville de Libreville, la mission commise pour la lutte contre les vecteurs de maladies dans les quartiers sous-intégrés de la capitale se poursuit. Nos reporters sont repartis sur les lieux constater les avancées de l'opération une semaine après son lancement. Et la capitale gabonaise, nous nous intéresserons également dans ce TV+ ce soir en ce qui concerne les travaux de finition de ces ponts, les différents ponts construits à Libreville, la capitale gabonaise, comprendre ce qui a pu évidemment retarder justement les finitions qui auraient pu présenter plutôt un bel aspect au niveau de ces infrastructures. Le volet dossier de cette édition d'information sera consacré aux questions de sécurité dans les différents chantiers de construction, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, voir si les normes internationales sont respectées en matière de sécurité des ouvriers. De tout cela, nous en parlerons, mais surtout, nous repartirons vers le drame qui s'est produit en début du week-end écoulé. C'était dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise. Bonsoir à tous et merci de toujours faire confiance en la télévision du futur. Ouvrons cette session d'information sur le front social et pour parler des compatriotes. Un cas véritablement pathétique, du moins la situation de ces dizaines de compatriotes, anciens agents de la compagnie aérienne Nouvelle Affaire Gabon depuis près de 2 ans déjà. Ces derniers sont restés sans leur salaire, toute chose qui a poussé à effectivement revendiquer et à leur manière bien entendu. Le sit-in se poursuit au siège social de l'entreprise. Nos reporters les ont rencontrés. Voici le reportage. Après un licenciement économique, les ex-agents de Nouvelle Air Affaires Gabon attendent depuis 2 ans déjà d'être non seulement en possession de leurs aérés de salaire, mais aussi du solde de tout compte après licenciement. D'où ce sit-in devant cette agence, une façon pour eux de rappeler à la direction que le temps passe certes, mais les problèmes d'hier, eux, ne passent pas. Nous, on est là pour revendiquer, on ne fait que revendiquer nos soldes de tout compte et nos droits légaux. Les gens ont été licenciés, soi-disant pour des raisons économiques, et en licenciant les gens, on n'a jamais perçu nos soldes de tout compte. Et certains n'ont même pas eu leur lettre, leur notification de licenciement, ni leur attestation de travail. La direction, c'est un mutisme total. De ce côté, c'est du mépris. Elle ne veut recevoir personne. On est arrivé ici le 10 février dernier. On est arrivé, on l'a bien trouvé ici, on a demandé à la rencontrer. Elle a refusé catégoriquement de nous recevoir. Une administration qui semble faire selon son bon vouloir. Le papier de solde de tout compte qui leur est donné en dit long. Je ne sais pas si dans l'administration ça existe. Des bulletins zéro. On a eu des bulletins zéro. Cette société, nous, quand on nous payait, on n'avait pas de cahier de pointage. Dès qu'on a eu un problème de salaire, c'est là où on nous a mis le cahier de pointage. Et la comptabilité gérée par le directeur général, bien sûr, a décidé de nous mettre des bulletins zéro. Je ne sais pas dans quelle société où on a vu ça. Donc nous, on veut nos droits calculés normalement. J'ai un bébé, je viens d'accoucher, j'ai un bébé de 3 mois. Ils m'ont donné septembre, octobre, novembre, mes congés de maternité, solde de tout nul, un bulletin de salaire zéro. Est-ce que vous trouvez ça normal?
une mère de famille avec 2 bébés à la maison. Je dois venir ici dormir tous les jours. Pourquoi revendiquer mes droits? Et pour accompagner leur mouvement, un contingent de forces de l'ordre siégerait actuellement avec les déflatés. Notons que depuis le 10 février dernier, le principal responsable de cette agence, à même de régler ce problème, n'y met plus les pieds. Et la dynamique unitaire qui, évidemment, a été en soutien au personnel de la halte garderie d'Inzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Une rencontre qui visait en principe à la mobilisation entamée depuis plusieurs semaines déjà dans le cadre de la grève générale illimitée. Berlin Bengon et Bianzé. Dans la continuité de la caravane de mobilisation du mouvement dynamique unitaire, la caravane a marqué le pas ce lundi du côté de la halte garderie de Nzayon, où les enseignants qui y sont affectés n'ont fait qu'applaudir l'initiative. Nous venons prendre confirmation si réellement le message est bien suivi, le message de la grève. Effectivement, en arrivant ici, nous constatons que les enfants ne sont pas dans les salles de classe, donc le mouvement est bien suivi. Nous sommes venus amplifier le message pour que nous restons de plus en plus mobilisés pour l'aboutissement heureux, jusqu'à l'aboutissement heureux de notre revendication principale qui est l'augmentation de nos salaires. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le message que je suis venu faire passer avec les membres de la dynamique unitaire. Et parce qu'il n'y a qu'une seule dynamique unitaire, c'est le groupe qui est là, que vous avez vu. Ici, la grève est dorénavant bien suivie par les enseignants. Déjà, avant le passage de la caravane, les activités tournaient au ralenti. Maintenant, c'est une paralysie complète qui va y être observée, du moins pour montrer qu'ils sont eux aussi engagés dans la cause défendue par le mouvement dynamique unitaire. Une grève générale illimitée qui finalement atteint tous les secteurs d'activité. Nous voilà dans le secteur éducation. Là-bas également, les activités ont cessé depuis belle lurette déjà, mais on annonçait la reprise de cours pour ce lundi 23 février 2015. Il n'en a rien été, c'est du moins le constat fait par nos reporters. D'abord, Nathalie Oké et Guy-Serge Bizambo. Au lycée national Léomba, l'un des établissements pilotes du Gabon, l'atmosphère était plutôt spectaculaire ce lundi matin. De retour de leur congé intermédiaire, les enfants s'attendaient à la reprise de cours. Mais hélas, l'établissement était bel et bien ouvert, mais seuls les élèves des classes d'examen, notamment les 3e et les terminales, étaient attendus pour le dossier de candidature aux examens nationaux. Aujourd'hui, nous sommes juste venus venir récupérer les dossiers du bac. Oui, les fiches du bac étaient signées par le proviseur. Ça s'est fait par série, en somme. Si on a d'abord commencé par les séries scientifiques. Nous n'avons pas réellement une idée. Depuis le matin, nous constatons une réunion avec, des enseignants avec le chef d'établissement. Donc ce qui nous amène ce matin, c'est les dossiers du bac. Pour ce qui concerne la reprise des cours, sincèrement, nous n'avons aucune idée. Bon, depuis le matin, on aperçoit quelques enseignants, mais pas tous. Donc vraiment, nous ne sommes pas situés si les cours vont reprendre maintenant ou après. Mais sinon, ce qui nous a amenés ici, c'est pour les dossiers du baccalauréat. Le dépôt des dossiers de candidature pour les élèves en classe d'examen. Pendant que l'administration du complexe scolaire Léomba était en conclave dans l'une des salles des professeurs de cet établissement secondaire pour une réunion de mise au point. De celle-ci, nous n'aurons malheureusement aucune nouvelle du fait du refus du proviseur de se prêter à nos questions. Les élèves n'étaient donc pas à leur salle de classe lors de notre passage. Et ces derniers se lamentaient sur le sort et l'avenir que leur réservent les autorités et les enseignants. Voilà une situation vécue déjà par ces mêmes élèves. On s'en souvient, c'était au cours de l'année 2013-2014. Ces élèves, justement, qui avaient entrepris de leur plein gré de revendiquer la reprise des cours, eh bien, ce matin encore, ils ont également décidé de barricader la voie pour se faire entendre. Arnaud Manza et Danzé les ont bien surpris. Érection des barricades, circulation perturbée à hauteur du lycée national Léomba, les élèves sont en courroux. Les professeurs ne sont pas en salle de classe ce lundi. Ça fait 2 à 3 semaines que les cours sont gelés dans tous les lycées et collèges du Gabon. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous constatons que depuis le début du 2e trimestre, il n'y a pas cours au Gabon. En particulièrement dans les lycées publics. Il n'y a pas cours, mais ce sont les lycées privés qui font cours. Ce sont essentiellement les élèves de classe d'examen. Soucieux de leur avenir,
qui appellent à leur responsabilité les gouvernants. Nous lançons cet appel au président de la République et au gouvernement de prendre ses responsabilités. Nous voulons reprendre les études. Nous appelons tous les élèves du Gabon à se mobiliser autour d'un seul homme et se lever à partir de demain. Arrêt des cours consécutif à la grève générale illimitée lancée par les enseignants membres de la CONACYCED qui ne réclament que le respect des engagements pris par le gouvernement. L'on n'est pas loin d'assister à nouveau à une marée d'élèves contestataires dans la rue d'ici là. La grève dans le secteur éducation qui concerne bien entendu les élèves du premier degré, les écoles primaires. Là-bas, on va poser le problème de sécurité, allusion faite effectivement aux actes de vandalisme assez souvent constatés au moment où il n'y a pas d'activité dans ces établissements scolaires de la capitale. Le reportage est de Bertline Bengon. Des établissements scolaires du premier degré vidés de tous ses locataires. Pour cause, la grève illimitée, ici, semblerait bien suivie. Dans sa 3e semaine, élèves et enseignants sont tout simplement chez eux. Ici, ce qui nous préoccupe est de savoir qui assure la sécurité de ces établissements durant ce temps mort. Pas de gardien des lieux à l'horizon dans ces établissements où l'on décrit très souvent les problèmes de vol de table-banc, de bureaux d'enseignants, des classes saccagées, des portes enlevées, en bref, une insécurité notoire. On dit très souvent que la nature a horreur du vide. Cela ne sera donc pas étonnant de voir que d'ici peu, des sans-abri envahissent les lieux et qu'à la reprise des cours, si elle se fait d'ici là, que tout est complètement à refaire dans ces écoles. Dans ces lieux, personne pour répondre à nos interrogations. Pour l'heure, rien de tel n'a encore été décrié, peut-être parce qu'aucune perte n'est jusque-là constatée ou bien que les responsables de ces établissements ont peur des représailles, eux qui d'ailleurs ne peuvent aucunement être responsables de ce qui découlera de cette absence d'une sécurité adéquate dans les établissements. Dès la reprise des cours, nous ferons tout simplement le constat de ce qui restera de ces écoles. Et la prime d'incitation à la performance, l'un des points d'achoppement dans cette grève générale illimitée dans les différents secteurs et bien d'autres problèmes, bien entendu, il y a qu'effectivement cette prime accordée aux agents de l'État semble bien être payée aujourd'hui à plusieurs vitesses, notamment les agents des forces de sécurité et de défense qui évidemment rentrent en possession de leurs primes à tout moment. Nathalie Oké pour le constater. Dans la plupart des administrations publiques du Gabon, le sujet PIP, prime d'incitation à la performance, alimente les conversations. Non seulement cette prime de rendement est attendue avec ardeur, mais en plus l'État a décidé de la reverser aux agents de forces de sécurité et de défense nationale, en oubliant d'autres fonctionnaires gabonais qui pourtant abattent également un dur labeur sur le terrain pour les contribuables. Le sujet alimente bien les conversations et nous avons rencontré quelques fonctionnaires. Le pays est dirigé et puis ça, l'établissement que vous travaillez, c'est comme ça. Le pays d'ailleurs, c'est comme ça. C'est à terre. Non, je n'ai aucune idée de la PIP. Lorsque le ministre des Finances est passé tout dernièrement au plateau de la chaîne 1, il a dit que certaines administrations étaient déjà payées et c'était pratiquement 7 ministères. Il a encore ajouté, disant qu'il y a certaines administrations qui ont envoyé les fiches en retard. Est-ce vrai? Est-ce faux? Là, on ne sait pas. Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours cette PIP du 4e trimestre. Et nous sommes en train de nous acheminer déjà vers le 1er trimestre de l'année 2015. Payer la PIP aux forces de police nationale, aux militaires, aux gendarmes et autres corps habillés a-t-il un but bien précis? La question mérite d'être posée. En tous les cas, les agents fonctionnaires laissés pour compte jusqu'à ce jour espèrent tout simplement que la faute du gouvernement sera vite corrigée parce que tous les agents de l'État se valent. Parlons à présent de cette opération d'assainissement des quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise, une opération menée conjointement avec la coopération cubaine, lancée déjà la semaine écoulée. À ce qu'il semble, c'est pour bien prévenir les cas de maladie chez les populations habitant dans ces environnements suffisamment difficiles. Nos reporters sont repartis sur les lieux pour constater la suite de l'opération.
La prévention des maladies chroniques et endémiques telles que le paludisme, le chikungunya, la fièvre jaune, les maladies diarrhéiques ou encore le choléra se poursuit sur le terrain. Une opération d'assainissement de nos quartiers qui se déroule grâce à l'appui de la coopération cubaine, le ministère en charge de la Santé via les agents du service d'hygiène et d'assainissement de Nkembo. Notre pays, ce sont des produits qu'on utilise, c'est la même stratégie. On est arrivé à éradiquer le paludisme en 1967 et on a éradiqué aussi d'autres maladies de vecteurs. On est au moins à 10 pays dans l'Afrique avec le même projet. On était à l'Angola où le palu était la première cause de mortalité et maintenant le palu est la 5e cause de mortalité avec un projet intégré comme ça. L'initiative vise à prévenir nos populations de ces maladies dangereuses, à outiller nos agents d'assainissement sur les mécanismes d'entretien de nos espaces de vie et communautés. L'opération se poursuit sereinement dans les quartiers du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Elle consiste en la pose des appâts et la collecte de ces vecteurs de maladies intervient quant à elle 3 jours après. Et pour combattre les bouchons, les énormes bouchons qu'il y avait sur la voie express, les autorités gabonaises avaient décidé, courant 2010-2012, de la construction des ponts pour permettre une fluidité dans la circulation dans cette partie de la capitale gabonaise. À ce qu'il semble aujourd'hui, les ponts érigés ne connaissent pas encore de livraison parfaite, notamment avec les travaux de finition, au point même que, par exemple, à Zengayon, là-bas, ce sont des espaces dégagés qui servent de lieu de repos aux grandes dames de la sécurité de ces populations. Francis Oba. Construit il y a quelques années afin de décongestionner les principaux carrefours de la capitale, les échangeurs ne sont pas à leur stade de finition, du moins en ce qui concerne la partie réservée aux piétons, désireux se relaxer un temps soit peu au bas de l'échangeur. Le cas le plus flagrant est celui de Ndengayon où les travaux à ce niveau ont stoppé net, ceci aux grandes dames des piétons. Ma réaction actuelle est négative. Il faut qu'on termine tout et puis on en passe. Si à chaque fois qu'on a des grands travaux et il faut remédier, finalement on n'en arrivera pas. Hein. Ben, je pense que les pouvoirs publics fassent leur boulot. Quand on sort de l'argent, il faut qu'on vérifie au moins si cet argent a servi pour la bonne cause. Bon, au Gabon, on ne vérifie rien. On va dire on a sorti des milliards pour faire telle ou telle chose, mais à la fin des comptes, ça ne donne rien. Si les travaux vont continuer, on nous faut les bancs pour que quand on a besoin de s'asseoir, comme on s'assoit là où il y a des risques. Prière au pouvoir public via l'Agence nationale des grands travaux de procéder à la finition totale de cette structure pour le bien des populations, un souhait d'autant plus normal avec la problématique des chantiers souvent inachevés dans la plupart des cas signalés. Et nous revenons sur le front social, évidemment, avec les intimidations et autres pressions exercées sur les membres du mouvement dynamique unitaire face à de nombreuses méthodes. Jean-Rémy Yama, l'un d'entre eux, qui s'est rendu d'ailleurs du côté de Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, répondre à une convocation du parquet de cette partie du Gabon. Il donne ici quelques explications de la situation dans la province du Haut-Ogooué. Nous l'écoutons ici au micro de Bertline Bengon, évidemment, dans cet entretien téléphonique. Je disais que ma secrétaire a été incarcérée depuis vendredi. Normalement, c'est moi qui devais l'être, mais il a été démontré que le document litigieux, c'est-à-dire la photocopie légalisée du bac, comporte une signature scannée. C'est-à-dire ma signature aurait été scannée, mais les cachets pour le parquet seraient vrais. Et donc, c'est à ce sujet-là que ils ont estimé la garder faire une détention préventive. Ce qui, pour nous, n'a pas de sens dans la mesure où ça n'a pas de sens dans la mesure où le faussaire n'a jamais reconnu ma secrétaire comme étant la personne avec qui il était en contact. Il n'y a aucun élément qui prouve sa culpabilité. Elle a 26 ans de travail, dont 20 ans passés en tant que secrétaire particulier du recteur. Elle avait accès à tous les cachets secs, à tous les diplômes. Elle n'a jamais commis de faute professionnelle.
tout simplement sur la base de la présomption de culpabilité du parquet. Cette dame, elle est en prison aujourd'hui, cachée de ses enfants. Donc, c'est ce que nous avons dénoncé. Et c'est la raison pour laquelle nous, ici, à l'USTM, à Franceville, tous les administratifs ont décidé de remettre leur cachet à monsieur le gouverneur, qui est le premier responsable administratif de la prévention, parce que nous ne nous sentons plus en sécurité. Un faussaire performant peut reproduire n'importe quel cachet, n'importe quelle signature. On aurait pu attendre du parquet qu'il y ait quand même une présomption d'innocence à l'absence de toute preuve, mais on considère que le parquet plutôt utilise la présomption de culpabilité et c'est nous qui devons maintenant fournir les preuves de notre innocence. Alors, devant cette situation, donc, nous avons décidé de remettre nos cachets. Donc, les activités administratives sont suspendues à l'USM jusqu'à nouvel ordre. Jean-Rémy Yama, membre de Dynamique Unitaire au micro de nos reporters, joint depuis Franceville, la capitale de la province du Haut-Ogooué. Et nous abordons la page dossier de cette édition d'information avec justement le drame qui s'est produit dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, la mort d'un sujet ouest-africain sur un chantier de construction alors même qu'ils étaient en plein travail, qu'un mur est évidemment tombé sur lui, entraînant sa mort. Nos reporters sont repartis sur les lieux, voir dans quel état d'esprit sont les autres ouvriers du chantier. Le 20 février dernier, le mur d'une barrière s'écroulait sur un jeune ressortissant sénégalais, le dénommé Modibo Traoré, à peine âgé de 27 ans. 4 jours après, le chantier semble être désert. Seule une barrière en tôle ceinture désormais ce lieu qui a ôté la vie à un individu. Son décès reste encore présent dans les mémoires. Ça s'est passé un jeudi, oui, c'était un jeudi. En fait, le mur, il était en train de... Il faisait la fouille. Il n'avait pas fait attention quand le mur devait tomber. Voilà, comme ça. En disant, lui dit non, là où tu es là, tu es déjà en danger. Il est mort étant debout, mais le mur est tombé par ici. Cette mort nous a tous attristés. Parce que la manière dont ce jeune Sénégalais est mort, franchement, c'était dans des conditions horribles. Mais c'est pour nous mettre aussi la puce à l'oreille sur les, comment dirais-je, sur les travaux que nous faisons, la sécurité. Il faut toujours mettre la sécurité au-dessus de tout. Ils avaient pris des précautions de sécurité, je pense que cet accident ne serait pas arrivé. Le problème de sécurité dans les chantiers se pose donc avec acuité. Après ce décès, cela va de soi que le chantier soit momentanément abandonné. Après un événement comme ça, je pense qu'on met d'abord à bas la terre avant de reprendre les travaux. Une scène qui n'est pas prête de quitter la mémoire des habitants de cette zone du premier arrondissement. Et justement, des interrogations sur ce drame survenu, rappelons-le, vendredi dernier, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, au point qu'on peut se demander quelle sécurité assure-t-on aux tâcherons et autres ouvriers sur ces différents chantiers de construction à travers la capitale gabonaise. Des explications dans ce reportage signé Nathalie Oké. Récemment encore, on a enregistré un accident sur un chantier à Libreville du fait de l'absence des normes de sécurité sur ces sites. Un drame qui a endeuillé une famille le week-end écoulé. Nous avons sillonné à cet effet quelques chantiers de la capitale pour nous enquérir des questions de prise en charge en cas d'accident. Les réponses à cet effet sont plutôt mitigées. Là, c'est le chef du chantier. Le chef du chantier. Ah là, puisque c'est ma première fois de travailler ici, bon, je ne sais pas là où il va m'amener. On nous amène à l'hôpital. Bon. On est un chef. On vous enlève l'argent dans Non. On fait comment? Mais lui, il nous paye chaque fin de mois. On parle en haut là-bas.
Le constat fait sur le terrain, on note que ces employés qui travaillent comme tâcherons dans la plupart des chantiers travaillent sans mesure de sécurité. En cas d'accident, ces derniers ne sont pas pris en charge par leurs employeurs du fait du contrat qui les lie à ces derniers. Pour ce qui est des tâcherons, leur prise en charge sanitaire ne serait nullement inclus dans les clauses du contrat. Il revient à cette catégorie d'employés d'être tout simplement vigilants car il en va de leur vie. Des mesures de sécurité, il faut naturellement en prendre et des spécialistes de la question sont formels. Des équipements sont importants dans tout type de chantier, de construction ou de travaux publics. Nous avons l'extrait de cette rencontre de nos reporters avec un spécialiste sur les questions de sécurité. À chaque fois qu'il se pointe un projet à l'horizon, la première chose à faire, c'est d'analyser les risques qui sont liés à ce projet. Donc, je voudrais revenir en disant que le chantier, il n'y a pas de petit chantier, il n'y a pas de grand chantier lorsqu'il s'agit de risques par rapport à la sécurité des travailleurs et même à la sécurité des biens. Alors, je veux dire que tout projet présente des risques. Et lorsqu'on va vers un projet, la première chose qu'on fait avant de mettre en exécution le projet, c'est de faire une analyse des risques. Ça veut dire, cette analyse des risques va en découler ce qu'on appelle le plan de prévention des risques, dont j'ai entendu parler au niveau derrière la prison. Je dis, il y a un double effet il faut analyser. Il y a d'abord, est-ce que le promoteur, la personne qui construit, avait remis des équipements de protection individuelle à ses opérateurs? Je ne sais pas. Est-ce que la structure respectait les normes? Parce que quand un mur tombe, ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Parce que lorsqu'il y a un incident comme ça, ce n'est pas une fatalité, mais simplement qu'il y a eu un dysfonctionnement au point de vue sécuritaire quelque part. Soit au niveau des personnes qui ont construit, qui n'ont pas respecté les normes standards qui permettent d'avoir une structure normale, d'un côté, mais également la personne n'était pas protégée, c'est-à-dire soit par un casque, soit par, je ne sais pas, ce qu'il fallait donner, je n'étais pas sur le terrain, mais en gros, on peut voir sur ces deux angles-là, c'est-à-dire quelle est la structure qui était construite, est-ce qu'elle était aux normes, et de deux, est-ce que les opérateurs, l'opérateur ou les opérateurs portaient des équipements qui permettaient à ceux qui minimisent des risques liés à l'activité qu'ils étaient en train de mener. Voilà, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information, des questions sur la sécurité, sur les différents chantiers de construction. Et on parle de toute autre chose à présent. C'est cette rencontre qui a eu lieu en milieu de semaine écoulée, une cérémonie de signature de protocole de coopération à la résidence de l'ambassadeur de France au Gabon entre les anciens élèves de l'École nationale d'administration de France et l'une des responsables de l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France. Tous se sont donc retrouvés au domicile de l'ambassadeur de France au Gabon. Voici le reportage. C'est un honneur qui a été fait à ces anciens élèves, section Gabon bien sûr, en les conviant à ce cocktail organisé à la résidence privée de l'ambassadeur de France. Et cela en mettant à profit le séjour en terre gabonaise de la présidente de l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France, le Gabon, qui a une section de cette association mise sur pied en 2008. Elle compte environ une trentaine de membres reconnus comme tels et ayant à leur actif pas mal d'activités. Autant le dire, la filiation de la section Gabon a tout de bénéfique, du moins à en croire la détermination de ses membres. Toutefois, le diplomate haut représentant de la République française au Gabon assure que ce rapprochement est tout à fait important parce que je crois qu'il illustre d'abord en fait la grande proximité qui unit les fonctions publiques, les hautes fonctions publiques de nos deux pays, la grande proximité qui unit ces femmes et ces hommes qui occupent des fonctions importantes dans leurs pays respectifs. La section Gabon rentre ainsi dans un réseau déjà vaste et qui comprend d'autres anciens élèves qui prennent une part active dans cet ensemble et qui a pour ambition de peser, bien entendu, dans les politiques publiques de développement des différents pays membres. Il n'y a pas de doute, le bénéfice est évident. Dans l'administration, dans la conduite du pays,
dans le développement de leur pays. Je crois que ces fonctions sont aussi des fonctions qui aident aux relations bilatérales. Vous êtes chacun, je crois, aussi à votre côté, même si cette formule est un peu parfois galvaudée, des ambassadeurs du Gabon ici. Et c'est pour moi, je crois, tout à fait important. Je crois que c'est pour les relations bilatérales un atout particulier, un atout supplémentaire de pouvoir disposer d'un réseau qui est en train de se constituer, effectivement, d'anciens élèves français et gabonais. Cette rencontre plutôt solennelle a permis de réels échanges et a donné encore plus de détermination à la section Gabon qui devra désormais compter dans cette passerelle établie entre les anciens élèves de cette prestigieuse école française. Nous parlons politique à présent avec la rencontre dans l'Hexagone de Jean Ping et des Gabonais vivant dans cette partie du monde, et ce bien entendu de l'Europe en particulier, une rencontre qui visait à apporter quelques explications, une fois de plus, sur la situation sociopolitique du Gabon. Nous allons écouter un extrait de Jean Ping. Vous avez plusieurs écoles ici. Comme nous, à Libreville. Il y a le front, mais il y en a d'autres. Vous aussi ici, pardon? Vous aussi ici, vous avez plusieurs partis. Il y a la diaspora, CDG, qui est la plus vue au Gabon et ailleurs, et qui fait un travail considérable. Mais il y a d'autres qui font le même travail, qui ne sont pas forcément de la CDG. Attirez-les, regroupez-les, de manière à ce que, comme nous, au Gabon, on cherche l'unité, vous aussi ici, cherchez l'unité sur, évidemment, la base objective. Je ne vais pas vous dire de vous allier à des gens qui font un jeu qui n'est pas clair. Je crois que j'ai essayé de répondre à la plupart des interrogations posées en étant très clair avec vous. Parfois, j'essaie de vous déplaire. Mais il faut que je vous dise un petit peu que les réalités du terrain sont compliquées. Vous savez, lorsqu'un pouvoir, un État voyou, qui a tous les leviers de commande, se met en branle, dans beaucoup d'autres pays, l'opposition a été contrainte à prendre le maquis. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grands meetings qui vont permettre de régler un certain nombre de questions. Lorsque un pays, le Parlement, l'Assemblée nationale, il n'y a pas de voix d'opposition. Le Sénat, il n'y a pas de voix d'opposition. Ça commence à changer un peu. La presse publique, payée par nos impôts, devient un organe de propagande et de mensonge au service du pouvoir. Que reste-t-il? Malheureusement, la rue. Et la rue, ça ne donne pas toujours des bons résultats. Alors, aujourd'hui, je disais que le pouvoir entreprenait une série d'actions. Des gens comme moi, il faut les éliminer à tout prix, par tous les moyens. Et d'autres ont dit, allons-y au dialogue. La communauté internationale dit, allons-y au dialogue. Je suis persuadé que les trois quarts d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Le problème est le suivant. Est-ce que l'opposition peut refuser systématiquement le dialogue sans être accusée? Difficile. Jean Ping, que nous avons écouté dans un entretien. Parlons à présent de ces soupçons de remaniement gouvernemental. À ce qu'il semble, le gouvernement de la République pourrait avoir des nouveaux membres ou encore des membres sortants. Un jeu de chaises musicales pourrait intervenir dans les prochains jours. Arnaud Manza et Edgar Nzé ont baladé le micro de TV+ dans la capitale pour recueillir l'avis des compatriotes au cas où, justement, ou du moins ce qui peut être comme attente de leur part. Remaniement ou pas remaniement, nous voulons généralement les actes. Parce que du gouvernement et pour l'actuel Premier ministre qui est parti, c'est un problème des actes.
depuis 2009, c'est un problème des actes. C'est que le chef de l'État aurait remanié autant de gouvernements, autant de ministres peuvent venir, mais nous on veut les actes. Le problème du Gabonais lambda, c'est les actes. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Parce que d'habitude, on a changé. On a pris les A pour mettre les B, on a pris les C pour mettre les D. Les choses n'avancent pas convenablement comme on veut. Donc ce n'est pas le fait qu'on change des personnes. C'est une question de volonté. Hein? Vous pouvez être là et faire les choses comme on le veut et les choses vont pouvoir avancer. On a changé, qu'est-ce que ça fait? On a commencé par changer les premiers ministres qui n'ont jamais allé au terme de leur mandat. Mais nous sommes restés dans le statu quo. On est toujours là. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une affaire de changer des ministres ou de changer la tête même? C'est tout le système qu'il faut repenser. C'est le régime qu'il faut changer, en tout cas. Donc, du haut de la tête jusqu'à l'orteil, comme on le dit souvent. Donc, il faut tout remettre à zéro et repartir sur de nouvelles bases pour que ça change. Si on pense que le gouvernement a été tantôt élargi en 30 membres, 40 au Gabon, nous l'avons vu. Tantôt réduit à 10 membres ou 15, mais il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat depuis près de 2 décennies. Voilà les avis des Gabonais rencontrés ce matin dans les rues de la capitale gabonaise, se prononçant sur l'éventuel remaniement gouvernemental. Et des questions de religion à présent avec la fin. 3 jours de travaux après, à l'église Saint-Pierre de Lalala, des journées de recollection des femmes catholiques. Ces journées qui ont pris fin ce week-end. Berlin Bengon. Pour cette 3e et dernière journée de recollection des femmes catholiques à l'église Saint-Pierre de Libreville, les femmes ont été bien nombreuses à bénéficier des enseignements dispensés, riches les uns des autres. Elle devait être répudiée par son époux. Et je vous ai fait un origine, c'est bon. Il a décidé de faire ce traitement. Mais au cours du service, voilà qu'il fait un songe dans lequel le Seigneur demande de ne pas refuser Marie, mais plutôt de la garder chez lui. Parce que ce qui est dans son sein a été engendré par l'Esprit Saint. Vous voulez faire la différence dans votre vie. Vous voulez faire la différence dans votre famille. La grâce de Dieu est en toi, il suffit de la lire. Réjouis-toi, ma sœur, tu es comblée de grâce. C'est le début de l'annonciation et l'annonciation se finit par le fiable. Qu'il me soit fait selon la parole. Amen. Durant ces 3 jours, autour d'une volonté commune, celle de sortir la femme de sa condition de marginalisation dans la société, d'où le thème retenu pour l'occasion, rappelons-le, tu ne seras plus appelée la délaissée, mais tu seras ma préférée, a permis aux femmes de réfléchir sur les voies et moyens d'une sortie de cette condition. Notons toutefois que dans tout cela, le plus important pour la femme serait pour elle de rester en étroite communion avec son Dieu, cela même de la guider dans la voie du salut. Aussi, dans cette initiative, l'apport des délégations venues de la Côte d'Ivoire et de la France ont été salués. Le rendez-vous est pris pour très prochainement. L'information, c'est également à l'étranger. Allons-y en Afrique de l'Ouest, au Nigeria particulièrement. Là-bas, c'est le chef de l'État, Goodluck Jonathan, qui a reconnu ce week-end avoir sous-estimé la capacité de nuisance du groupe islamiste Boko Haram. Ce même jour, une fillette a été tuée et 5 personnes se faisaient exploser dans le nord-est du pays. Dans un entretien accordé à un journal international diffusé dimanche 22 février dernier, le président nigérian a reconnu avoir sous-estimé le groupe comme un aveu de faiblesse de Goodluck Jonathan. De fait, depuis 2009, les forces nigérianes ont échoué à endiguer l'expansion des insurgés, même si elles ont annoncé récemment avoir repris plusieurs villes à Boko Haram et tué des centaines de ses membres dans les villes stratégiques de Monguno et Baga. Selon Goodluck Jonathan, l'armée nigériane s'est récemment dotée de nouvelles armes et munitions. Si Dieu le veut, précisait-il, nous arrêterons Cheko avant les élections. Cela devient finalement un motif de campagne
électorale. Rappelons que les élections devaient avoir lieu dans ce pays, c'était depuis le 14 février dernier. Au Burkina Faso, nous y allons pour parler toujours du nouveau pouvoir et on croyait justement que Michel Kafando, le président de la transition de ce pays, condamné à jouer les seconds rôles en attendant les élections, c'est pourtant son premier ministre, le colonel Zida, le lieutenant-colonel Zida, qui est en difficulté, pas lui, diplomate quasi inconnu, il y a encore 3 mois, lorsque son nom est sorti du képi des militaires en novembre 2014, personne ne donnait cher sa peau. À première vue, Michel Kafando, diplomate retraité, inconnu du grand public, ne pesait pas bien lourd face au lieutenant-colonel Zida, patron de la pré-Compaoré, nommé à la tête du gouvernement de transition. Dans le binôme bancal qu'il était appelé à former, avec le Premier ministre, le président était perçu comme le maillon faible. Puis les semaines ont passé, Kafando s'est peu à peu fait à son costume de chef d'État de Dakar à Addis Abeba, son expérience diplomatique accumulée sur son fauteuil d'ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies de 1881 à 1882, puis de 1998 à 2011 a fait mouche. Ceux qui ont eu à le croiser le qualifient volontiers de compétent et d'homme rigoureux qui pourrait à l'évidence surprendre les Burkinabés dans son pays. La traditionnelle question du jour, donnez-nous le nom de la femelle du cafard. On appelle la femelle du cafard. Ah, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Ok, merci. Je connais pas. Merci. Bonne journée. Je connais pas. Je peux pas m'en. Comment appelle-t-on la femelle du cafard? Fumée de cafard. Non, je ne connais pas. Oh, je sais pas. Le cafard? Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Pardon? La femelle du cafard. Non, aucune idée. Merci. La femelle de cafard. La femelle de cafard, là, bon. C'est comme ça? Ok. Oui. Ouh, la famille, là, j'ai aucune idée, hein. La fumée du cafard? Oh, chérie. Franchement, la fumée du cafard, aucune idée. Le cafard, une bestiole crainte dans les maisons, bien entendu, qui fait peur. Et évidemment, elle a une femelle, c'est bien la blatte. La page éphéméride de cette édition d'information, voici la citation du jour. Il n'est rien de plus précieux que le temps, puisque c'est le prix de l'éternité. Elle est de Louis Bourdaloue. Le proverbe du jour, c'est un proverbe africain. Rassurez-vous, aussi haut qu'un oiseau vole, il finit par se poser. Demain, nous serons le mardi 24 février 2015. Nous serons dans le 55e jour de l'année. Il nous en restera 310 avant l'an 2016. Et nous serons toujours dans la 9e semaine. Et tous ceux qui ont pour prénom, tous les prénoms à fêter demain, c'est tous ceux qui ont pour prénom justement Modeste, qui mérite votre sourire dès demain. Et ce communiqué de la Direction Générale de TV+, 2002 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, et ce depuis le 30 août 2009 à 17h, jour de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont encore séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse tant clamée en République gabonaise. Et c'est la fin de ce TV+ ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.